troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Vivien Manangou, juriste enseignant, Kevin Maïzo, journaliste, analyste politique, et Ahmed Wadan Mahamoud, ancien diplomate et écrivain. Merci à vous. Le Soudan veut être une puissance sous-régionale. Alors, de quel levier dispose-t-il véritablement? On écoute Mohamed Nadi, il est soudanais, il est le rédacteur en chef de Soudan Tribune. On en parle après. Même si les Américains ont levé les sanctions économiques, c'est-à-dire l'embargo des avoirs du gouvernement et aussi bien de l'interdiction de commerce avec le Soudan, même si ces sanctions viennent d'être levées, il reste encore plus sévère. Tant qu'il n'a pas résolu la question de la guerre civile dans le pays, il n'y aura pas d'ambition régionale. Malheureusement, le pays est un petit peu quand même agité. Il y a un peu la guerre dans le frontière avec le Sud-Soudan, dans les monts de Nouba et dans une autre région qui s'appelle le Nil Bleu. Donc, si il y a quelque chose à faire avant d'aller au-delà de ça. Tant que le pays absorbe l'intégralité, j'allais dire, de ses ressources, enfin, en tout cas, la plupart de ses ressources sont liées à l'effort militaire, à l'effort de la guerre, il n'y aura pas de développement économique. Mais cela étant dit, le Soudan est stratégiquement très bien positionné pour devenir un centre, j'allais dire, naufragique dans la région. Déjà, le Soudan, depuis tant d'années, a signé des accords avec le Tchad, avec le Centrafrique, avec l'Éthiopie, pour l'utilisation de Port-Soudan, pour la construction des chemins de fer et de routes, pour lier les pays, etc. Mais tout ça, ce n'est pas fait malheureusement. Alors, monsieur, le paradigme est posé dans l'élément que nous venons d'écouter. Tant que vous consacrez l'essentiel de vos ressources à financer la guerre, vous serez difficilement une puissance régionale. Se pose donc la question de la stabilité que nous évoquions dans la deuxième partie de notre émission et au-delà, la question de la forme de l'État. Comment vous pensez effectivement que le Soudan peut durablement régler la question de la coexistence pacifique des différentes tribus? Moi, je pense que le Soudan a ses chances de jouer son rôle de puissance régionale. Je vais citer un exemple, s'il vous plaît, très récent. Nous avons 3 îles qui sont sous l'Union des Comores. L'île d'Anjouan était coupée du reste de l'ensemble des îles. Le président de l'époque... Grande Comore Grande Comore et Moélie. Anjouan était coupé. Le président de l'ECOP, M. Ahmed Abdallah Sambi, il est allé devant l'Union africaine pour dire « je dirige un pays et il y a une île qui est presque sous embargo, personne ne peut y entrer ». Donc, l'Union africaine a décidé une intervention. Et parmi les forces qui ont accepté d'intervenir, c'est les forces soudanaises. Il y a eu différentes forces venant de l'Afrique pour essayer d'intervenir. Et l'intervention a été une réussite, et à partir de là, la paix est instaurée, la stabilité du pays règne jusqu'à maintenant. Voilà un exemple de puissance régionale. Donc revenons, n'essayons pas de mettre en relief les ethnies, parce que si nous continuons à parler des ethnies, je ne dis pas que ce n'est pas une réalité, mais cette réalité, nous devons essayer de la surpasser, de la dépasser. Vous dites dans la gestion politique de l'État. Dans la gestion politique de l'État. D'accord. Parce que moi, j'ai les 2 exemples. En 1776, quand les Américains commençaient à dire « qu'est-ce que nous voulons faire de l'Amérique ?» Et ils se sont dit « la République peut être divisible ». À partir de là, ils ont mis en place des États. Ils n'ont pas dit, il y a plusieurs populations, il y a telle population venant de telle, mais ils se sont dit, défendons les intérêts des États-Unis. L'exemple de l'Europe, la France, ils considèrent que la République est indivisible, alors qu'il y a différentes formations issues de la population française. Tout le monde, on ne va pas faire de leçons d'histoire. Donc moi, je pense que le génie africain de demain, c'est d'essayer de repenser, de dire, essayons d'avoir notre propre modèle, à partir du moment où nous prenons en conscience que l'enjeu
c'est les matières premières dont nous disposons. À partir de là, au lieu de se dire telle région ou telle région est riche, telle n'est pas riche, il faut voir un ensemble qui va être viable pour l'ensemble d'un pays. Et c'est le cas aujourd'hui. On veut sauter Omar el-Béchir parce qu'on sait qu'en déverrouillant ce verrou, alors il y a forte chance, malheureusement, de faire du comment résister, pendant qu'on y est, comment résister aux pressions, aux interventions extérieures? Il a dit, le président, que tout ce qui est arrivé à mon pays, c'est vrai que nous sommes responsables d'une certaine manière, mais il y a aussi des responsabilités extérieures. Comment on réussit à résister à toutes ces pressions venues de l'extérieur? C'est la raison pour laquelle les chefs d'État africains, chacun a sa responsabilité, chacun a ses faiblesses, chacun a ses erreurs. Mais ils doivent maintenant se mettre autour d'une table et se regarder en France et penser à l'intérêt général. Pour ne pas se laisser manipuler, parce qu'on profite du Tchad pour faire une déstabilisation, comme on profite du Niger pour faire une déstabilisation, donc les pays de la sous-région sont mis à rude épreuve pour déstabiliser. Mais vous êtes diplomate et vous le savez, vous savez très bien que dans les années 80, on a demandé à Hissène Habré d'offrir des portions de territoire tchadien pour pouvoir combattre le Kadhafi en Libye. En Libye. Et c'est ce qui s'est passé au 16e parallèle, sous François Mitterrand. Exactement, sous François Mitterrand. Justement, la question... Le Rwanda le fait avec la RDC, il y a 8 millions de morts dans cette affaire. Hein. Pour prendre des exemples plus récents, diriez-vous, au-delà de tout cela, se pose véritablement, il a dit, la question de la forme de l'État à adopter pour transcender effectivement les divergences ethniques. Comment y parvient-on? Il y a la question de la forme de l'État. Et quelle doit être la forme, ou bien chaque pays doit-il inventer sa forme d'organisation politique? Non, je pense que le nœud de la guerre se trouve au niveau du développement. C'est-à-dire, quelle que soit la solution que l'on imposera, entre guillemets, il faudrait d'abord commencer par bien répartir les richesses nationales. Ça, c'est sur le plan interne. Sur le plan international, faire que l'Union africaine soit une véritable union. Elle peut jouer beaucoup de rôles avec un Conseil de sécurité de l'Union africaine digne de ce nom. Elle peut jouer beaucoup de rôles. Oui, mais là, vous extrapolez déjà la question. Pour parler d'une Union africaine forte, il faut des États. Il faut des États stables déjà. Alors, éducation, société civile et bonne répartition de la manne économique, c'est déjà un début de solution. La composante économique est essentielle, c'est-à-dire que État fédéral, État décentralisé, État unitaire ou pas, l'important c'est que les gens mangent à leur faim et règlent leurs problèmes finalement. La composante économique est fondamentale. Elle est fondamentale. Mais il ne faut pas faire l'erreur d'oublier quelles sont les réalités politiques qui, jusqu'à ce jour, ont conduit nos pays à cette faiblesse institutionnelle, on va dire, permanente. Il y a longtemps qu'on a écrit que l'arrivée au pouvoir d'un individu en Afrique correspondrait à l'arrivée au pouvoir d'une ethnie. Ne faisons pas comme si ce n'est pas vrai. Oui, mais ça, on ne peut pas reprocher ça aux gens. Si. Les gens s'identifient à travers... C'est un problème. Les éléments référentiels d'identification culturelle, c'est naturel. Non, pas exactement. Non, pas exactement, parce que si on veut, si on construit comme ça, nous serons toujours... C'est pas si on construit comme ça. C'est un élan naturel, non? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir des gens avec qui on arrive au pouvoir, avec qui on a des proximités intellectuelles. On n'est pas obligé d'avoir des proximités ethniques ou culturelles. Attendez, alors... C'est le professeur de La Rochelle qui parle. Non, c'est ça. Non, parce que, qu'est-ce qui se passe? Tant que nous aurons l'impression qu'une ethnie gagne une élection présidentielle en Afrique, l'ethnie d'à côté fera la guerre. Parce qu'elle voudra arriver. Bon, donc il faut éviter, il faut faire en sorte que l'État, lorsque notre diplomate évoquait les États-Unis, il y a plusieurs choses. Il y a eu plusieurs concessions pour que les États confédérés acceptent de se retrouver dans la fédération. Oui. Par exemple, vous remarquerez qu'aux États-Unis, le Sénat américain, 100 sénateurs pour 50 États, à raison de 2 sénateurs par État. Mais regardez, faites la différence entre Hawaï et la Californie. Oui. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Quand vous faites... Si la Californie, qui a des millions d'habitants, accepte d'avoir 2 sénateurs, Hawaï, ils sont je ne sais pas combien, acceptent la même chose, parce que c'était une concession pour accepter la fédération. Donc lorsqu'on veut se mettre ensemble, il faut faire des concessions. Et des concessions qu'on va transcrire sur le plan juridique. Le problème aujourd'hui, quand vous prenez nos États, vous prenez le Soudan par exemple, Kéroun a évoqué Garang. Pourquoi Béchir, pendant des années, a refusé la fédéralisation du Soudan?
Béchir, qu'on comprend aujourd'hui, a refusé pendant des années la fédéralisation du Soudan, alors que ça aurait été une façon de régler, du moins, la question ethnique. C'est-à-dire qu'on aurait eu un État fédéral avec le Soudan du Sud aujourd'hui, qui serait un État en fait fédéré, et puis le Grand Soudan qui aurait pu marcher. Il avait refusé pendant des années, ils se sont fait la guerre pour ça. Donc vous voyez bien que la question ici, c'est aussi la question du contrôle de la richesse nationale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le contrôle, personnellement et ethniquement, on a l'impression que la richesse nationale devient la richesse d'une ethnie et non pas de l'État. D'où la question de la répartition des richesses qu'évoquait Kerwin. Certains proposent aux États africains d'expérimenter la démocratie consociationnelle, c'est-à-dire abandonner cette histoire de démocratie électorale à l'occidental qui veut que quand vous gagnez une élection avec 51%, vous preniez le pouvoir avec vos camarades et celui qui a 49% est dans l'opposition, oublié pendant 49 ans que pendant 5 ans que les États africains ont besoin de toutes les ressources, ont besoin de toutes les ressources humaines, de toutes les compétences et que cette démocratie à l'occidental ne nous arrange pas. Il faut envisager d'autres schémas désormais. Oui, il faut envisager d'autres schémas. Et je tiens à préciser, il ne s'agit pas de concession. Il ne s'agit pas de confession. C'était une concession, monsieur. Non, il ne s'agit pas de concession. C'était une concession. Moi, je pense que ce qui pose problème en Afrique, s'il vous plaît, c'est le rôle de celui qui est aux manettes, ce qu'on appelle le président. À partir du moment où on pourrait, je le mets au conditionnel, dépouiller le président, lui laisser une part de responsabilité. Le dépouiller de ses pouvoirs. De ses pouvoirs, parce que chez nous, le président a tout. Oui. Si le système américain a réussi de 1776, Stephenson a posé la question, c'est parce qu'ils se sont dit, c'est lui qui sera à la Maison-Blanche. Il va s'occuper de la diplomatie. Il n'est pas dépouillé, celui qui a mis en manche. Non, mais les pouvoirs du président... Non, mais le pouvoir, les États disposent des moyens pour faire avancer. Et le président qui est à la Maison-Blanche, il a des pouvoirs bien délimités. Le président américain, le plan des prérogatives, c'est le président le plus puissant du monde. Attendez. Oui, oui. Mais dans le cas d'une fédération. Sauf que chaque État... On est d'accord. A des compétences. Vous avez compris. Moi, je ne pense pas de concession. Je pense que nous devons mettre notre intelligence, essayer de réfléchir, parce que toute cette guerre, c'est parce que le président qui est en exercice, je ne te parle pas de Omar Béchir tout seul, mais chaque président, il a tous les moyens. Mais allez au bout de votre raisonnement. Si on transpose votre raisonnement en Afrique, vous proposez qu'on dépouille le président de ses pouvoirs. Et pour donner quoi? C'est pour fabriquer quoi? Quelle est la finalité? À partir de là, oui, on va définir des missions précises. Par exemple, le président s'occuperait de la diplomatie d'un pays. D'accord. Et donner le pouvoir à un Premier ministre, comme dans un régime parlementaire. Oui, non. Mais on a expérimenté ce que décrit. En l'occurrence, l'Éthiopie l'expérimente avec succès. Avec succès. Avec succès, en l'occurrence. Et oui. Mais vous allez dépouiller un dictateur pour en créer un autre. Non. Mais bien sûr. Mais oui. Non, à partir du moment où, à partir du moment où le pouvoir revient à un Premier ministre désigné par l'Assemblée nationale, il faut juste veiller à ce que les députés soient représentatifs. Et le président, moi je le dis dans mes propositions, parce que j'ambitionne d'être parmi les acteurs de la politique. Moi je dis, à partir du moment où le président aura obligation de venir devant les parlementaires, de dire... Non, mais... Oui, c'est un système... Il y a beaucoup de choses que vous omettez. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le Parlement aujourd'hui, est-ce qu'on appelle aujourd'hui le fait majoritaire? Le fait majoritaire, c'est une réalité qui explique que les parlements aujourd'hui n'ont plus le pouvoir de contester le leadership, ni du président, ni du Premier ministre. Attendez, s'il vous plaît, vous avez beaucoup parlé, on peut aussi vous objecter quelquefois. Oui. Donc, à ce moment-là, le fait majoritaire, il existe. Regardez dans les pays, regardez en France, regardez en Allemagne, regardez aux États-Unis. Tout le monde est contre Trump. Attendez, tout le monde est contre Trump, personne ne vote contre lui. Ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est quoi? Moi, je crois vraiment que dans le cas de l'Afrique, ce n'est pas un parlement fort qu'il nous faut. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'ils feront la danse du ventre avec le pouvoir exécutif.
Ce qu'il nous faut, c'est ce que moi j'appelle des tiers pouvoirs. C'est-à-dire au moins on est assuré que tous les 5 ans ou tous les 4 ans, on va les renouveler. Oui, oui. Au moins on a besoin, Monsieur Tokbe, on a besoin des véritables contre-pouvoirs. C'est la presse. C'est ce qui nous manque. C'est la presse. Ce sont les associations. C'est ça que je dis. Le pouvoir doit partir du bas. Exactement. Ce sont ces contre-pouvoirs-là. Il faut donc une éducation. Il faut donc une éducation populaire qui va faire en sorte que les contre-pouvoirs s'élèvent. Si vous avez des contre-pouvoirs qui sont... Regardez au Sénégal. Récemment, il y a quelques années, lorsque le président Ouad a tout fait pour se représenter, même en ayant fait copain-copain avec le Conseil constitutionnel. Oui. Les Sénégalais ont dit, pas de problème, allons aux élections. On a vu le résultat à la fin. C'est ça qu'on appelle les tiers pouvoirs. Et là, ça me permet de dire... Ce sera donc votre mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, ça me permet de dire, j'ai bien fait, je le dis et je le répète, de commencer par cette citation de Senghor, parce qu'il a voulu interpeller notre intelligence en disant que l'émotion est nègre. La raison est hélène. C'est que nous devons repenser. Moi, je ne crois pas que ce soit juste. Moi, je pense que la raison aussi peut être... Ahmed Ouadan Mahamoud, je rappelle que vous êtes ancien diplomate et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Et Vivien Manango, juriste publiciste, Kewin Maïzo, journaliste, analyste politique. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat consacré donc au Soudan et à son président, le Omar El-Béchir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Les États américains